Alors, bon après-midi à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Salut. J'espère que vous allez bien. Oui. Oui, oui, merci. Ça va bien moi aussi. C'est bien, bien aimable. Donc, content que vous soyez tous présents. Ne manquez pas de cours, donc j'ose croire que vous y trouvez de l'utilité. Donc, ça avance bien. On a déjà 3 semaines de passé, 3 sujets de passé aussi, parce qu'on fait un sujet par semaine jusqu'à maintenant. Le sujet 4, ça va être un petit peu différent parce qu'on va le faire en 2 cours. Il y a beaucoup de choses à voir dans le calcul du revenu d'emploi. Donc, on entame le revenu d'emploi cette semaine. On va le terminer la semaine prochaine. Puis déjà, ça va mettre fin à notre première moitié de cours là, pour ce qui est de la matière à l'examen intra. La semaine suivante, la semaine 6, ce n'est pas l'examen, c'est un travail pratique de 10 points à faire. Je vous en reparlerai en temps et lieu. Mais l'idée, c'est que vous allez venir en classe, puis vous allez faire un travail dans la même énergie que ce qu'on fait depuis le début à chaque semaine. Donc, ce n'est pas un examen stressant dans le silence, là. Je parle de la semaine 6, le travail pratique. Et la seule différence, c'est que votre travail, vous allez me le remettre, puis je vais le corriger. Puis il va être corrigé pour un total de 10 points. Et ça, la semaine suivante, la semaine 7, ça va être un examen intra qui va porter sur les sujets 1 à 4. Donc, 1, 2, 3, on les a déjà vus. 4, on passe 2 semaines dessus. Ça, je vous dis qu'on est pas mal proche de boucler notre matière là, pour la première moitié du cours. Le plan de travail, rien à signaler, là. Donc, avant le cours, je pense que vous l'avez fait. Vous allez avoir ici le lien vers l'enregistrement tout à l'heure. Le questionnaire à choix multiples, on s'assure de le faire au plus tard dimanche soir dans 3 jours, si ce n'est pas déjà fait. Et les problèmes à résoudre après le cours, là, ça va être important de pratiquer les problèmes sur le revenu d'emploi. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, d'entrée de jeu, des choses que vous voudriez me dire? Oui, je vous écoute. Oui? Non, en gros, c'est un travail sur le sujet 4 uniquement. Donc, c'est pas. Donc, pour le travail de la semaine 6, je vais vous en reparler, mais je vais vous donner sur le portail de cours, dans le menu documents, un travail à faire, un cas, je répète, là, qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait à chaque semaine. La seule différence, c'est que vous allez travailler dessus, puis vous allez me le remettre. euh, vous allez avoir même jusqu'au dimanche soir pour le compléter, puis me le remettre, puis je vais le corriger. Donc, c'est uniquement sur le revenu d'emploi, le sujet 4. Alors que l'examen intra, je sais que ce n'est pas ça ta question, mais l'examen intra, lui, porte sur les 4 premiers sujets. Donc, quand vous allez être rendu à l'examen intra de 30 le, le, le 17 octobre, là, ça va être sur les sujets, tous les sujets qu'on a vus avant l'intra, 1, 2, 3 et 4. C'est bon? Good. Alors, merci pour ta question. D'autres questions, d'autres éclaircissements? Donc, on va aller voir dans notre volume que ça ressemble à quoi, ça, du revenu d'emploi. Vous savez un petit peu, je pense. OK. Donc, je m'en vais vous montrer la première page qui est ici. Je vous ai toujours dit qu'au début de chacun des sujets, vous alliez voir cette image-là qui est la présentation d'une déclaration de revenus. D'accord? D'ailleurs, la semaine passée, c'était la présentation. Je vous ai présenté pour la première fois de votre vie, peut-être, là, à quoi ça ressemble une déclaration de revenus avec ses composantes bleues, verte puis rouge, rappelez-vous. Donc, à partir compte tenu de ce qu'on s'est dit la semaine passée, vous savez c'est de quoi on parle quand je vous présente une déclaration de revenus. Et là, ce qui arrive, c'est que pour les semaines à venir, on va mettre la loupe sur chacune des lignes que comprend ce tableau-là ou une déclaration de revenus. Donc, du revenu d'emploi, on va étudier ça pour les 2 prochaines semaines. Du revenu d'entreprise, on va étudier ça en fiscalité 2 pendant 9 heures. Les autres sources de revenus, on va voir ça après l'intra. Des gains, des pertes, on va voir ça en fiscalité 2 et ainsi de suite. Faites-moi confiance, là. La loupe va se déplacer de semaine en semaine jusqu'à la fin de fiscalité 2, au mois d'avril. Donc, je vais le faire ça. Donc, si on regarde ça de plus près, concrètement, du revenu d'emploi, c'est la somme donc, c'est le résultat de 2 choses. Il y a des éléments qui augmentent le revenu d'emploi, puis il y a des éléments qui abaissent le revenu d'emploi. Donc, ça ici, on appelle ça des inclusions. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui.
Donc, à chaque fois qu'un employeur enrichit un employé, peu importe la forme que ça prend, en salaire, en voiture fournie, avec un prêt, avec un taux d'intérêt avantageux, des allocations, hein, tous des termes que vous allez reconnaître aujourd'hui, c'est des éléments qui augmentent le revenu d'emploi. Donc, juste pour faire une discussion, admettons que j'ai 250 000 d'enrichissement de toute forme que mon employeur me donne dans le cadre de mon emploi. Le deuxième chiffre qu'on va trouver la semaine prochaine, c'est les éléments qui sont déductibles. Donc, parfois, des employés doivent payer de leur poche certaines dépenses pendant qu'ils travaillent. Et dans ce contexte-là, parfois, il y a quelques dépenses qu'on accorde en déduction qui vont abaisser l'imposition de ton revenu d'emploi. Donc, si un employé, par exemple, paye de sa poche une cotisation professionnelle à l'ordre des CPA, ça coûte 1 400$, c'est nécessaire pour garder sa job, ben, c'est logique qu'on dise, ouais, ce 1 400$-là, par exemple, on va te l'accorder en déduction. On en reparlera, là. J'ai mis 1 500 pour faire un chiffron. Donc, ton revenu d'emploi, c'est un moins l'autre. C'est tes inclusions moins tes déductions. Aujourd'hui, on se concentre seulement sur les inclusions. Je vous les montre dans la table des matières. C'est encore plus facile à voir. Regardez ici. Je vais rapetisser un petit peu. Donc, point 3, c'est les éléments à inclure. Pardon, je vais le Point 3, c'est les éléments à inclure. Il y en a 11. 3.1, 3.2, 3.3 jusqu'à 3.11. Lui, on va le voir la semaine prochaine, le 3.11. Donc, pour aujourd'hui, il y en a 10. Puis ici, vous avez les déductions, les éléments déductibles qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, la table des matières, elle est construite de la même façon que ce que je vous dis être la chose à faire, voir les inclusions et ensuite voir les déductions. Puis juste pour terminer, je pense que vous l'avez compris, mais c'est normal, c'est normal qu'on impose un employé sur la totalité des avantages qu'il reçoit de son employeur et non pas seulement sur le salaire qu'il a reçu. Le salaire, c'est une des modes de rémunération, mais il y a plein d'autres façons pour un employeur de rémunérer son employé. On va en parler aujourd'hui. Mais juste que vous compreniez que c'est juste une question d'équité. Imaginez que sur le marché, il y a deux dirigeants qui ont à peu près la même valeur là, sur le marché. Ils valent chacun environ 250 000 de rémunération. Puis le premier dirigeant serait rémunéré uniquement sous forme de salaire. On lui donnerait un salaire de 250 000 alors que l'autre, le deuxième dirigeant dans une autre entreprise, lui, serait rémunéré de façon un peu plus variée. Admettons un premier 200 000 sous forme de salaire. Imaginez qu'on l'enrichit aussi d'un montant de 25 000 en lui fournissant une voiture, puis qu'on l'enrichisse d'un autre 25 000 en lui faisant un prêt d'intérêt avec un taux avantageux. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais 200 plus 25 plus 25, on a aussi enrichi mon deuxième dirigeant de 250 000. Donc, en bout de ligne, c'est normal que ces deux dirigeants-là déclarent le même revenu d'emploi. Puis c'est ce qui va arriver. Les deux dirigeants vont déclarer un revenu d'emploi de 250 000 parce que pour un, ça a été uniquement sous forme de salaire, alors que pour l'autre, ça a été aussi la proportion salaire et avantage imposable était différente. Sinon, ça serait pas mal injuste si ce n'était pas comme ça. Donc, regardez, comme je vous dis, aujourd'hui, on va voir 10 scénarios d'enrichissement qu'un employeur donne à son employé. Je ne vous les lis pas toutes une par une, mais c'est vraiment ces 10 contextes-là que vous allez vivre dans le cas d'aujourd'hui. Vous allez voir qu'un employeur va vraiment utiliser ces méthodes-là pour rémunérer ses dirigeants. On va voir le travail de 4 dirigeants aujourd'hui pour lesquels on va devoir calculer leur revenu d'emploi. Juste avant ça, dernière petite chose que je vous dis, on va vous montrer la page ici, au tout début du sujet. Là. Il y a une petite notion théorique que je vais vous expliquer, parce que dans le problème, on n'en parlera pas de ça. Je prends quelques minutes pour vous en parler. Il faut bien faire la distinction entre deux natures de revenus. Il ne faudrait pas confondre des gens qui gagnent du revenu d'emploi, donc des employés, et des gens qui gagnent du revenu d'entreprise, qu'on appelle dans le jargon des travailleurs autonomes ou des entreprises individuelles. La nature du revenu n'est pas du tout la même. Puis je vous le donne dans le mille.
au niveau fiscal, ça ne sera pas imposé de la même façon. Il y a clairement, pour les travailleurs, là, il y a clairement un avantage à faire qualifier son revenu de revenu d'entreprise par opposition à du revenu d'emploi. Parce que dans un calcul de revenu d'entreprise, il y a beaucoup plus de déductions qui sont admises. Donc, tu vas abaisser ton revenu dans ton rapport d'impôt de façon plus importante que si tu es un employé pour qui il y a très peu de déductions. Je vous le montre de façon visuelle, là, je reviens sur mes pas. Regardez, ça, c'était du revenu d'emploi. Regardez ici, le revenu d'entreprise, là, je le mets en bleu. Il y a les mêmes lignes ici. Donc, admettons inclusion ici. Je vais mettre le même chiffre. Admettons que mon activité, je dis que c'est du revenu d'entreprise. Je fais le même bénéfice, le même revenu de 250 000 dans les plus ici, mais au niveau des déductions, je vais en avoir bien plus. Okay? Donc, c'est convenu comme ça. Dans un calcul de revenu d'emploi, on accorde très peu de déductions à un employé. Alors que dans un calcul de revenu d'entreprise, toutes les dépenses qui sont encourues pour gagner dans tes activités d'entreprise, si on veut, sont déductibles. Donc, j'invente un chiffre, mais admettons que tu réussis à te qualifier à 50 000 de dépenses. Bien, tu vas t'imposer sur 200 000 de revenus d'entreprise au lieu de t'imposer sur presque 250 000 de revenus d'emploi. Donc, ça, c'est clairement avantageux pour les individus de qualifier leur revenu de revenu d'entreprise parce qu'il y a plus de déductions possibles. Et donc, si on abaisse notre revenu, on va abaisser nos impôts à payer à la fin. Est-ce que chaque personne, est-ce que c'est chaque personne qui a le choix? Je pourrais le dire autrement. Je vais vous compter un exemple qui n'est pas vrai. Je le dis d'entrée de jeu, qui n'est pas vrai parce que ce matin, il n'était pas content. Ils disent que je dis des histoires, puis après l'histoire, ils disent qu'elle n'est pas vraie. On pensait que c'était vrai. Donc, une histoire pas vraie, mais juste pour illustrer le propos. OK? Moi, là, comme prof de fiscalité, à un moment donné, j'ai compris ça. J'ai compris, je ne suis pas un con, là. J'ai compris que quand on est employé, on a très peu de dépenses, donc notre revenu est plus élevé, on paye plus d'impôts que quand on est en entreprise. Donc, j'ai décidé d'agir. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai démissionné de mon poste de professeur. Donc, ça date de 10 ans, cette histoire-là, que j'ai allumée enfin. J'ai dit, hey, pourquoi, Nicolas, tu gagnes tout le temps du revenu d'emploi, très peu de dépenses à l'encontre? Pourquoi tu ne te pars pas une entreprise? C'est ce que j'ai fait. Donc, je me rappelle comme si c'était hier, c'était un mercredi soir en fin de journée. J'enseigne tout le temps le jeudi en passant. Je suis allé voir mon patron, c'était mon ami Marc qui était directeur de département. Je dis, Marc, il faut que je te parle. Je t'annonce que je démissionne. Donc, je démissionne de mon poste de prof de l'UQTR. Je coupe mon lien d'emploi complètement avec l'UQTR. Voici ma lettre de démission. Hey, là, vas-y voir la bouche. On était amis en plus. T'aimes pas ça travailler à l'UQTR? Oui, oui, j'aime ça. Mais... J'ai dit, tu n'aurais pas pu m'avertir avant, puis tu t'enseignes demain. Fait que je fais quoi? T'inquiète, Marc, je t'inquiète, je vais avoir une solution pour toi. Fait que là, je quitte le bureau. Une seconde après, je rentre dans le bureau. Je n'étais plus employé. Salut, Marc. Voici, de partir de maintenant, j'ai de me démarrer une entreprise. Une entreprise qui s'appelle Nicolas Boivin Enseignement. Voici ma carte d'affaires. Donc, mon entreprise offre des services d'enseignement de fiscalité. Donc, à tous les clients intéressés, les clients peuvent contracter mon entreprise et je vais envoyer un enseignant de fiscalité donner des cours de fiscalité en classe. Marc, ça tombe bien, il n'y a personne demain en fiscalité 1. Fait que je suis allé. Le lendemain matin, j'étais en classe devant les étudiants, mais je n'étais plus employé du QTR. J'étais maintenant à mon compte dans une entreprise qui s'appelle Nicolas Boivin Enseignement. Les élèves n'y ont vu que du feu. C'est tout à la même personne. Donc, concrètement, si je vous montre les tableaux qui est ici, admettons que je faisais un salaire de 250 000, ce n'est pas vrai, bien, depuis ce temps-là, au lieu de déclarer 250 000 de revenus d'emploi provenant du QTR, puis à peu près pas de déduction, je m'en vais sur ma ligne revenu d'entreprise. Dans mon rapport d'impôt personnel, c'est comme ça. Là. Puis maintenant, tout ce que l'UQTR me paye, je traite ça comme du revenu d'entreprise. Donc, le chiffre n'a pas changé, mais la nature a changé. Et je me paye la traite dans les déductions. Oh, oh oui, monsieur, je déduis tout. Mon veston, mes souliers, ma crème me raser le matin. Non, j'exagère. Tout mon stationnement pour venir ici, mon essence pour venir ici, tout ce que je paye pour opérer mon entreprise d'enseignement, je le déduis. Donc, en bout de ligne, mon revenu dans mon rapport d'impôt, il est plus bas à cause de toutes les déductions qui sont permises
pour quelqu'un en affaires et qui ne sont pas permises pour un emploi. Pas pire, le gars, hein? Intelligent, Nicolas. Est-ce que vous pensez que ça marche, une affaire de même? Ça serait trop beau pour être vrai, hein? Parce que si moi, je pouvais le faire, tout le monde pourrait le faire. Vous comprenez que tout le monde pourrait démissionner de ce qu'il fait en ce moment, se partir une entreprise, puis dire que son entreprise rend les mêmes services que ce qu'il rendait avant, puis s'en aller chez son ancien employeur, rendre des services, mais maintenant en entreprise. Ça ne marche pas, ça. OK? Puis, dans le fond, là, euh, cette, cette question-là elle a été beaucoup débattue. Il y a beaucoup de gens comme moi qui ont essayé de dire à l'ARC, je ne suis pas employé, je suis en entreprise pour profiter des avantages, plus de déductions, abaisser notre revenu, abaisser nos impôts. Puis l'ARC est bien malheureuse de ça. Ben, pas malheureuse, mais il combat ça, si on veut. Puis ça s'est rendu dans les tribunaux. Donc, on a de la jurisprudence, on a des jugements célèbres des tribunaux pour trancher cette question-là. Donc, aujourd'hui, je vous les lis rapidement, les critères, là. Il faut appliquer ces critères-là pour trancher si quelqu'un est vraiment un employé ou plutôt une entreprise. D'accord? Puis, si je vous résume les critères là, que les juges ont dit, là, ce qu'on va vraiment examiner, là, c'est la nature de ma relation. Moi et l'UQTR, le payeur, là, comment on se comporte l'un avec l'autre? Est-ce qu'on se comporte comme un patron qui peut me donner des ordres ou on se comporte vraiment comme une entreprise avec son client? C'est juste ça qui est important. Tout le fla-fla, le tape à l'œil que je vous dis depuis tout à l'heure, là, ah, j'ai ma carte d'affaires, je suis allé me chercher un numéro de tag, c'est tout pas important, ça. C'est pas ça, ça c'est du fla-fla, c'est pas important. Ce qu'on va regarder, c'est comment toi et l'UQTR est votre relation. Regardez les 4 critères. Je vais répondre à ta question tout de suite après. La subordination effective du travail. Donc, première chose qu'on va regarder, les juges disent quand tu es employé, là, ton employeur il a un pouvoir sur toi. Il peut vraiment te dire, un employeur, ça a un pouvoir de subordination. Ça peut dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire comme mandat, où tu vas travailler, à quelle heure tu commences, à quelle heure tu finis. Donc, comme employé, je suis obligé d'écouter ça. L'employeur, il a ce pouvoir-là. Donc moi, si j'applique ce critère-là à moi, est-ce que l'UQTR a ce pouvoir-là sur moi? Bien sûr que oui. L'UQTR me dit, tu commences à 8h30, tu finis à 5h, tu enseignes le jeudi dans telle classe. Tu sais, on me dit quoi faire. Donc, il y a vraiment un rôle, il y a un rôle de patron que l'UQTR exerce sur moi, que si j'étais en entreprise, ça existerait moins. Dans une relation client-entreprise, on a moins cette relation-là de subordination. Donc, regardez un petit peu toutes les questions qu'on va se poser. Est-ce que l'UQTR a un pouvoir de surveillance sur moi? Est-ce qu'il fixe mon lieu, mon horaire de travail? Est-ce que quand l'employeur me donne un travail à faire, mon employeur, je suis obligé de le faire moi-même ou je pourrais sous-traiter quelqu'un d'autre? Quand tu es employé, tu ne peux pas sous-traiter quelqu'un d'autre. Ça serait bien mal vu que je dise à mon employeur, oh, je ne l'ai pas fait, je l'ai donné à quelqu'un d'autre. Alors que si j'étais en entreprise, c'est le genre de choses qu'on pourrait voir. Donc, c'est différent pour ça. Deuxième critère, c'est l'aspect économique, dans le sens que un employé, par définition, ça n'encourt aucun risque économique. Moi, là, je sais d'avance combien je vais faire d'argent dans mon année. C'est écrit dans ma convention collective. Je vais faire 122 328 et 32. Ça peut changer si je fais un peu de surtemps et tout ça, là, mais tu connais comme employé le montant d'argent que tu vas faire, puis il n'y a aucun risque. Tu dors bien, tellement c'est pas stressant. On peut-tu en dire autant de quelqu'un qui est en entreprise? Pas du tout. Quand tu es en entreprise, tu es à risque financièrement. Ça se peut qu'il y ait des années où tu fasses beaucoup de revenus. Ça se peut qu'il y ait des années où tu fasses moins de revenus. Ça se peut même qu'il y ait des années que tu fasses des pertes. Ça se peut, ça, quand tu es en affaires. Donc, c'est la deuxième chose qu'on va regarder. Est-ce que le travailleur, il encourt des risques économiques ou pas? Ça aussi, ça va nous guider dans notre conclusion. Je vais juste aller. Donc, est-ce que le travailleur, est-ce qu'il encourt des risques, profit versus perte? Est-ce qu'il est propriétaire des outils de travail? Est-ce qu'il travaille à plusieurs clients? Donc, autre indice, quand on est un employé, la plupart du temps, on n'a pas besoin de fournir nos outils de travail. Moi, j'arrive ici, tout est fourni. L'ordi, les crayons, tout ce que j'ai besoin, mon employeur me l'a fourni. Si j'étais une entreprise, je ne pense pas qu'on me fournirait tout ça. Si l'UQTR avait engagé une entreprise pour rendre le service, il dirait à l'entrepreneur, ben, amène des affaires. Tu vois, c'est une chose qu'on peut voir. Puis aussi, avoir plusieurs clients.
Tu sais, tantôt, je me vantais d'être une entreprise d'enseignement, mais c'est drôle, j'ai rien qu'un client. Je suis tout le temps à l'UQTR. C'est drôle, j'ai un bureau. C'est drôle, je suis invité au party de bureau. Je suis invité au party de Noël de l'UQTR. Tous des indices qui montrent que tu n'es pas vraiment une entreprise si tu es tout le temps chez le même client. Tu devrais avoir plusieurs clients si tu es une entreprise. Le troisième critère, euh, en gros, là, ce qu'on remarque, c'est que quand tu engages un travailleur autonome ou une entreprise externe, le mandat, il va être défini d'avance. C'est-à-dire que tu vas l'engager pour faire tel travail pendant telle période de temps. Puis après, la relation se termine. Donc, si j'engage une entreprise pour réparer les céramiques dans le corridor, ben, je dis tel corridor, puis on s'entend que ça va durer un mois et demi. Après ça, notre relation est finie. L'entreprise, je ne la reverrai plus. Alors que quand j'engage un employé, ce n'est pas aussi défini que ça. C'est beaucoup plus. Ça va, on ne le sait pas, ça va durer combien de temps. Ça va durer, on pourrait dire, ça va durer jusqu'à l'infini, mais ou bien juste à temps qu'une des deux personnes soit tannée et qu'elles veulent cesser le lien d'emploi. Mais il y a pas, c'est pas défini d'avance comme avec une entreprise. Et le dernier critère, d'accord, les juges ont dit, en gros, là, on remarque que les activités principales d'une organisation, en anglais, là, le core business, excusez-moi l'expression, on remarque que les activités principales d'une entreprise sont habituellement réalisées par des employés. D'accord? Alors que les entreprises un peu plus moins importantes, un peu plus accessoires à l'entreprise, là, ça serait moins surprenant d'y retrouver des entreprises externes. Donc, si on prend encore une fois l'exemple à l'UQTR, c'est quoi la mission première de l'UQTR? C'est quoi leur raison d'être première? C'est l'enseignement et la recherche. Donc, on devrait s'attendre à ce que les gens qui font ça, de l'enseignement et de la recherche, soient des employés du QTR, parce que c'est la raison d'être même de l'UQTR. Alors que servir de la poutine à la cafétéria, ce n'est pas le core business de l'UQTR. Donc, dans cette job-là, peut-être que c'est des entreprises, peut-être que c'est des employés, mais c'est retrouver une entreprise externe dans le service de cafétéria, par exemple, ça serait moins surprenant parce que c'est accessoire aux activités du QTR. Comme de fait, ce n'est pas des employés du QTR qui vous servent à la cafétéria, c'est une entreprise externe. Mais ceux qui vous enseignent, ceux qui font de la recherche, on peut s'attendre à ce que ce soit des employés. C'est le cas. Donc voilà, vous voyez que ces quatre critères-là, pour ça, je vous dis que l'exemple n'est pas vrai. Si je les applique à moi, ça ne tient pas la route du tout. Ces quatre critères-là font clairement de moi, je vous les rappelle rapidement, là, un employé de l'UQTR. Donc, l'UQTR a un pouvoir de patron sur moi. Il me dit comment faire les choses. Deux, j'ai aucun risque économique. Je ne fournis aucun matériel. Je n'ai aucune chance de faire des pertes. Mon salaire il est garanti par l'UQTR. Puis le 4, là, on peut aussi, comme c'est de l'enseignement que je fais, on peut s'attendre à ce que je sois employé. Donc, bref, en conclusion, ce n'est pas vrai cette histoire-là. Je suis toujours un employé du QTR, puis même si je démissionnais, puis que je me lançais une entreprise d'enseignement, à la lecture de ces critères-là, je me ferais démolir, puis l'ARC ne me donnerait jamais raison dans ce que j'essaie de faire. C'est bon? Good. OK, alors, on va s'attaquer au problème de la journée. Merci de votre attention. Donc, vraiment, on va commencer on va vraiment aller s'attaquer au calcul du revenu d'emploi. Donc, ce document-là, vous le savez, il est dans le portail de cours, actuellement, dans le menu documents, il est là. Donc, c'est une compagnie, un employeur qui s'appelle Pro-Canada, qui a quatre dirigeants au Québec, à Montréal. Là, les quatre dirigeants sont là. Puis, dans le fond, on vous demande de calculer le revenu d'emploi pour les quatre dirigeants. Donc, dans le fond, je vais vous faire quatre fois le travail pour qu'on ait plusieurs variantes, que vous voyez le plus de situations possibles. Donc, je ne vous lis pas ligne par ligne, là, mais si on résume ça en gros, là, on voit que d'une part, les dirigeants ont reçu des salaires et bonis dans l'année, ici. Ensuite, on voit que l'employeur offre ce qu'on appelle un programme bien-être des employés. Donc, l'employeur offre de payer plusieurs dépenses personnelles pour ses dirigeants, des frais de scolarité, des abonnements à la télévision, des services de TV, y compris une assurance contre la maladie et les accidents. L'employeur paye ça pour les employés. Ensuite, autre condition d'emploi, l'auto fourni. Donc, les quatre dirigeants ont une voiture fournie
par l'employeur. Donc, vous avez toutes les informations financières requises pour faire vos calculs, mais c'est sûr que c'est un bel enrichissement, ça, de se faire fournir une voiture par son employeur. Ensuite, on a ici des allocations. Donc, les dirigeants ont fait des voyages d'affaires, des voyages d'emploi plutôt. Là. Ils ont été en voyage pour les besoins de l'emploi. Vous voyez les destinations. Puis lorsqu'ils étaient en voyage, ils ont payé de leur poche, les dirigeants, leurs frais de restaurant, leurs frais d'hôtel, leurs frais de voyagement. Et l'employeur les a dédommagés en leur remettant des allocations. On va le voir tout à l'heure, après la pause. Et dernier enrichissement, un prêt. Donc, chacun des dirigeants s'est fait prêter de l'argent par son employeur. La beauté, c'est le taux d'intérêt avantageux. Regardez. Donc, les taux du marché sont à peu près de 5-6 alors que l'employeur charge seulement 2 ou 1 ou même 0 aux dirigeants. Donc, se faire prêter de l'argent comme ça avec un taux d'intérêt avantageux, presque nul, quand les taux du marché sont à 5-6 il y a un beau cadeau là, un bel enrichissement aussi de la part de l'emploi. Donc, c'est tout ça que vous allez devoir mettre en pratique. On va y aller en ordre, on va le séparer en trois. Donc, pour commencer, je vais vous demander de travailler sur, pas l'automobile, là, mais juste ceux qui sont ici. Donc, on va commencer par ces deux blocs-là. Donc, bien travailler les salaires et bonnies chacun a gagné dans l'année et les différentes dépenses personnelles qui ont été payées. Donc, vraiment, là, je vous demande de trouver les montants exacts parmi tout ce qui a été reçu là, quel montant va être à inclure dans le revenu d'emploi? C'est ça la question. Quel montant va être à inclure dans le revenu d'emploi de chacun des 4 dirigeants? Bon travail. N'hésitez pas, si je peux vous aider, je vais être là pour ça. Bien sûr, je vais me promener là, pour pouvoir vous assister. OK, on va regarder la solution ensemble. J'allais vous montrer aussi dans le volume. À quel endroit on parlait de ça? 3.1, 3.2 et 3.1, 3.2 et 3.8. La particularité au niveau des salaires et des bonus, c'est qu'il fallait seulement imposer ceux qui sont encaissés. Je vais aller vous le montrer ici, là. Donc, 3.1, ici. Donc, 3.1, ça vise les salaires et autres rémunérations. On pourrait comprendre les bonus. En passant, un boni et un salaire, c'est la même chose. Il faut le voir juridiquement de la même façon. C'est juste que ton salaire, tu le reçois à chaque semaine, alors qu'un boni, souvent, c'est versé en fin d'année tout d'un coup par l'employeur si tu as atteint certains résultats ou peu importe la raison, mais c'est l'équivalent. C'est de l'argent que tu reçois d'un coup au lieu de le recevoir étalé sur 52 semaines. Mais c'est la même chose. Donc, ça, bien sûr, c'est imposable. J'attire juste votre attention ici. C'est ça qui est important, là. C'est imposable sur une base de caisse. Ça veut dire qu'un employé s'impose seulement sur un salaire ou un boni qu'il a encaissé en 2000X. Donc, si un montant d'argent est encaissé en 2000Y, ce n'est pas imposable en 2000X. Ça va l'être l'année prochaine. D'accord? Donc, c'est un petit peu, ça explique le traitement qu'on a appliqué tout à l'heure. Donc, faut pas, même si je vous dis il y a tel salaire, là, cette semaine de salaire-là a été gagnée en 2000X, mais payée en 2000Y, bien, tombez pas dans le piège. On l'imposera pas en 2000X parce que l'employé ne l'a pas reçu. D'accord? Puis c'est la même chose pour un boni. Donc, dans l'énoncé, c'est pour cette raison-là que ici, salaire versé dans l'année, ça, c'est imposable. La dernière semaine de l'année a été versée seulement sur la paye de janvier de l'année suivante. Ça, je ne l'impose pas. Le 2981 en 2000X, ce n'est pas imposable parce que ça n'a pas été encaissé par les dirigeants. Boni, même chose. On impose le premier boni qui est ici parce qu'il a encaissé dans l'année, mais les bonis encaissés en février prochain ne sont pas imposables cette année. Ça va pour ça? Donc, salaire reçu dans l'année et boni reçu dans l'année. Good?
m'arrêtez si vous voulez qu'on en parle plus. J'allais vous montrer le deuxième élément. C'est un élément bien important, d'accord? Le titre dépenses personnelles de l'employé assumées par l'employeur. D'accord? Écoutez, c'est très large. Ça vise plein de situations. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, comme employé, dans ma vie, j'ai plein de dépenses personnelles que normalement, je devrais payer moi-même. Par exemple, payer mon linge, payer mon appartement, payer mon loyer, payer mes abonnements à TV, tout ça, c'est toutes des dépenses que normalement, je devrais me payer de ma poche. Donc, si un employeur dit, hey, cette dépense-là personnelle, là, laisse faire, paye-la pas, je m'en occupe. Moi, je vais te la payer, cette dépense-là. Ben, l'idée, c'est que c'est ni plus ni moins que l'équivalent que si l'employeur me donnait un salaire. Donc, me payer une dépense personnelle que normalement, je devrais payer de ma poche. Puis, je n'ai pas besoin de payer parce que l'employeur le fait. Il est très généreux. Ben, je répète, mais c'est l'équivalent de s'il m'avait versé ce montant-là en argent. Donc, c'est pour ça qu'il faut c'est imposable. Et je vais aller vous montrer le traitement appliqué ici, à la page suivante. Donc, la règle générale dit que c'est toujours imposable, ça, une dépense personnelle que l'employeur a payée à la place de l'employé. Et là, le législateur prévoit des exceptions. C'est toujours comme ça. Il dit tout est imposable, puis après, il dit, ah ben là, voici quelques exceptions. On va en regarder quelques-unes des exceptions. Donc, quand vous cadrez dans les exceptions, vous n'êtes pas obligé de vous imposer sur le montant. Euh, Donc, première exception, un employeur qui paierait ta cotisation dans un fonds de pension. OK? Euh, Ça, encore une c'est techniquement, mettre de l'argent de côté pour ta retraite, c'est personnel à toi. C'est ta responsabilité, toi, l'employé, de mettre de l'argent de côté pour ta retraite, comme un écureuil doit le faire s'il veut survivre pendant l'hiver. Imagine l'employeur qui te dit, l'employeur, des fois, il met un fonds de pension, c'est comme un endroit, un compte que l'employeur va créer, puis pour que toi, tu puisses mettre de l'argent pour ta retraite, puis des fois, l'employeur en met aussi. Bien, si l'employeur il en met à quelque part, il me paye une dépense personnelle. Il est en train de contribuer, lui, avec son argent, à ma retraite, à mon épargne retraite. Donc, on pourrait penser que c'est un avantage imposable, mais le gouvernement dit non, ça, on ne l'impose pas parce que ça va être imposé plus tard. On le reverra en temps élu, mais ce montant-là, on va l'imposer à la retraite. Donc, quand l'employé va être rendu à la retraite, puis qu'il va retirer de l'argent du fonds de pension, ce qui provient de l'employeur, ça va être imposable. Donc, c'est comme partie remise. Je voulais donc ensuite aussi, l'avantage auto, on ne l'impose pas parce que ça prend un calcul. On va le voir tout à l'heure. Les primes payées pour de l'assurance maladie, l'assurance contre la maladie et les accidents, même chose, il y a une petite analyse à faire. On va la faire tout à l'heure à 3,8. Donc, les exceptions, là, ce n'est pas des grosses affaires. N'attendez-vous pas à trouver des trous. Rabattez-vous vraiment sur la règle générale qui dit que quand un employeur te paye une dépense personnelle, c'est imposable. Bon, je vais aller vous montrer maintenant à la page suivante, trois choses. Il y a trois dépenses personnelles qui sont souvent payées par l'employeur. Puis, à un moment donné, les fiscalistes sont pas. À un moment donné, les gens en pratique, on ne savait plus sur quel pied danser. Fait qu'on a demandé à l'ARC de nous éclairer, de nous donner leur avis. Eux, comment ils veulent qu'on traite ça, ces trois situations-là, parce que c'est archi fréquent. OK, je vous l'ai dit tout de suite, puis on a les réponses ici. Un, comment traiter un employeur qui te fait un cadeau à ta fête ou à Noël pour être gentil? L'employeur veut juste être gentil, c'est ta fête, il te donne une dinde de 25$. On fait quoi avec ça? Est-ce qu'il faut vraiment que l'employeur mette 25$ sur ton feuillet de revenu d'emploi ou on pourrait avoir une. On a posé la question à l'ARC. Deuxième question qu'on a posée à l'ARC, les cotisations professionnelles. Ben, je vais aller une par une. Donc, les cadeaux récompenses, vous l'avez vu, je pense, là, je trouve que la réponse de l'ARC a fait plein de sens. Personnellement, j'aurais été bien déçu que l'ARC dise tous les cadeaux, c'est imposable. Imaginez le bordel en pratique de mettre ça en application. Je trouve qu'ils ont mis en place une belle règle là, qui fait que les petits montants, on ne s'emmerdera pas avec ça. Donc, l'idée, c'est une exemption de 500$ par année. D'accord? Donc, le premier 500$,
qui est versé pour souligner un cadeau qu'on fait à l'employé, ce ne sera pas imposable. C'est important que ce soit un cadeau autre qu'en espèces. Ça veut dire pas en argent. Que ce soit une bébelle, le cadeau. Il ne faut pas que ce soit de l'argent pour que l'exemption s'applique. Donc, vous comprenez que si mon employeur me fait un cadeau, un beau iPhone de 650 on va mettre quel montant sur mon rapport d'impôt? 150. Parce que le 650 il va avoir une exemption de 500 on va imposer seulement 150 dans le revenu d'emploi. Admettons que mon employeur me fait un cadeau à ma fête, 300 pièces en argent. 300 pièces en argent. On fait quoi avec ça? C'est imposable au complet. Il n'y a pas d'exemption quand le cadeau il est en argent. Il faut qu'il soit en bébelle. Oui? Oui, un certificat cadeau, c'est comme de l'argent. Donc, si tu reçois un certificat cadeau, c'est une bonne question. C'est comme si tu recevais de l'argent, l'exemption ne s'appliquera pas. Oui? Tout le monde. Non, par personne, par employé. Chaque employé peut recevoir de son boss un cadeau de 500 pièces par année sans s'imposer dessus. Chaque employé. C'est bon? Deuxième question qu'on a posée à l'ARC, les cotisations professionnelles. C'est très fréquent que l'employeur va payer cette dépense-là à la place de l'employé. Mais comprenez-moi bien, c'est une dépense personnelle, ça. Quand tu vas finir tes études, là, puis que tu vas devenir CPA, si tu veux garder tes lettres CPA, il va falloir que tu payes ta cotisation professionnelle à l'ordre des CPA. Ça va te coûter 1200, 1300 pièces par année de ta poche que tu vas devoir payer à ton ordre pour garder tes lettres CPA au bout de ton nom. Mais souvent, l'employeur dit, t'inquiète, je m'en occupe. Souvent, là, dans le monde des affaires, l'employeur le paye à la place de l'employé. On a posé la question à l'heure, on fait quoi avec ça? En gros, leur réponse, c'est correct, ce n'est pas un avantage imposable. L'ARC dit en gros que l'employeur, s'il le paye à ta place, ce n'est pas pour te faire plaisir et il trouve son compte. Il est bien content que tu sois CPA, puis qu'il est bien content d'avoir des CPA dans son organisation, puis de payer les cotisations à ta place, ça l'arrange à quelque chose. Il trouve son compte. Je pense que c'est un peu ça que l'ARC a appliqué comme jugement. Donc, pour l'employé, ce n'est pas un avantage imposable. Puis la dernière question, c'est les frais de scolarité. D'accord? C'est à peu près là, la même chose. Donc, normalement, aller à l'école puis payer tes frais de scolarité, c'est toi qui dois le faire. Hein, c'est une dépense personnelle. Imagine ton patron qui dit, hey, t'aimerais-tu ça devenir fiscaliste? Non. La fille tantôt dit non. Tu vas aller faire une maîtrise en fiscalité. L'employeur dit, je te le paye. Moi, je te paye ça, tes frais de scolarité, tes livres. Wow, c'est une dépense personnelle payée par l'employeur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'ARC a dit un peu la même chose. Ce n'est pas un avantage imposable. Un peu la même chose que la cotisation professionnelle. L'ARC a dit, si l'employeur te paye tes frais de scolarité, là, il ne le fait pas pour te faire plaisir, il va y trouver son compte parce que tu vas revenir avec des meilleures compétences, puis tu vas être un meilleur employé, puis inquiète-toi pas, là, c'est pas un cadeau qu'il te fait. C'est beau? Donc, on va tout mettre ça en application dans mon cas. Regardez ici. Ils sont ici toutes mes dépenses personnelles. Donc, vous allez probablement mieux comprendre le pourquoi j'ai appliqué ces traitements-là. Donc, mes dirigeants qui ont payé des frais de scolarité pour pardon, l'employeur qui a payé des frais de scolarité pour 3 dirigeants, je ne l'ai pas inclus. Vous comprenez pourquoi maintenant? Bon, je viens d'en parler, l'ARC a dit que ce n'était pas un avantage imposable. Fait que ça, je ne l'ai pas mis. Ça, je l'ai mis. Un employeur qui décide de payer les abonnements vidéo, différents abonnements vidéo à ses employés, ça tombe dans la règle générale. La règle générale jaune là, qui dit que c'est une dépense personnelle payée par l'employeur. Donc, ça, je l'ai mis ici. Donc, plus 540 et ainsi de suite. Alors que les frais de scolarité, je ne l'ai pas. Dernière explication, on s'en va un petit peu plus loin. On s'en va voir 3.8.
Je vais vous parler des assurances pour commencer là, au sens large, puis je vous parlerai plus précisément de cette situation-là, mais vous savez que dans la vie, on peut acheter des assurances pour à peu près n'importe quoi. OK? Dès que quelqu'un a peur de quelque chose, il peut contracter une assurance pour le couvrir de cette peur-là. Les compagnies d'assurance vont créer autant d'assurances qu'il y a de peur que les gens ont dans la vie. Donc, si toi, dans la vie, tu as peur de briser ton auto, tu vas te payer une assurance auto. Si tu as peur de perdre ta maison dans un feu, tu vas te prendre une assurance maison. Si tu as peur de décéder puis de laisser du monde dans le trouble, tu vas te prendre une assurance. Il semble que Crosby a peur de perdre son genou et qu'il ait assuré son genou, il semblerait. Vous comprenez? Tout se vend. Toute peur peut être répondue par une vente d'assurance. Et ça, c'est une dépense personnelle. C'est à moi à payer mon assurance. C'est à moi à payer mon assurance auto, mon assurance maison, mon assurance vie. C'est très personnel de se couvrir, d'avoir peur de quelque chose puis de vouloir payer une assurance pour ça. Et si tu as peur de tomber malade ou d'avoir un accident puis de manquer des semaines de travail puis perdre du salaire, on va te vendre ce qu'on appelle une assurance contre la maladie et les accidents. Donc, ça, c'est une assurance qui répond à la peur de tomber malade ou en accident de travail puis manquer des semaines de salaire. Si tu as peur de ça, il y a une assurance pour toi. Mais c'est à toi de la payer. Qu'est-ce qui arrive si l'employeur le paye à ta place? Au complet ou en partie. Donc, c'est ça qu'on va aller décortiquer. OK? Donc, premièrement, il y a 3 cas de figure possibles. OK? Il y a des cas où l'employé paye tout seul ses primes d'assurance, comme pour son auto et sa maison. Il y a d'autres cas où l'employeur dit Hey, laisse faire, je m'en occupe, je vais tout payer ça, ces primes-là. Cas 2. Puis, il y a un cas où les deux paieraient ensemble. L'employeur puis l'employé, ensemble, s'entendraient pour payer les primes de cette assurance-là. Dans le cas qui nous occupe, nous, c'est quoi le cas qui s'applique? 1, 2 ou 3? C'est le 3. On est dans un contexte où l'employeur puis l'employé ont payé moitié-moitié. Donc, laissez faire 1 puis 2 pour l'instant. Je vais vous montrer quand même. Puis là, on a 2 colonnes. Comment on va traiter, qu'est-ce qu'on fait dans l'année où les primes sont payées? Puis qu'est-ce qu'on fait dans l'année où les prestations sont reçues? Je vais juste bien expliquer l'assurance, comment ça marche. On a une compagnie d'assurance ici. Elles veulent de l'argent, elles veulent des primes. Donc, on a des gens qui vont payer des primes à la compagnie d'assurance. Et si s'il t'arrive le fameux événement dont tu avais peur, on appelle ça dans le jargon, tu vas appeler l'assurance ou tu vas réclamer ton assurance et là, tu vas recevoir une prestation. On appelle ça une prestation. Une prestation d'assurance. Donc, quand on parle de primes puis de prestations, c'est de ça dont on parle. Donc, je vais commencer par les cas 1 puis 2, même si parce que je n'ai besoin pour le 3, là, même si ça ne s'applique pas aujourd'hui. Donc, 1, si tu étais tout seul à payer ton assurance, ben, c'est complètement défiscalisé. Tu ne vas mettre aucune trace de ça à nulle part dans ton rapport d'impôt, au même titre que ton assurance auto puis ton assurance maison. Tu mets ça à nulle part dans ton rapport d'impôt. Tes assurances personnelles, ben, c'est la même chose ici. Donc, on ne veut aucune trace dans ton rapport d'impôt quand tu payes des primes, puis non plus quand tu reçois des prestations. L'autre cas extrême, l'employeur le paye tout seul, ton assurance. Wow! Ça, c'est une belle dépense personnelle payée par l'employeur. Merci, patron. Mais il faut s'attendre à être imposé. Quand? Ici. Donc, quand l'employeur paye des primes, ça, ce n'est pas imposable. On va attendre. Est-ce que tu en réclames de l'assurance? Le jour que tu réclames de l'assurance, c'est pleinement imposable. C'est normal. Qui l'a payé, cette assurance-là? C'est ton patron. Pas ton argent qui est là. Pas toi qui sais payer ces primes-là, c'est le patron. Donc, c'est vraiment une rémunération qu'on va imposer quand tu réclameras de l'assurance. Et on a le mitoyen, le cas d'aujourd'hui. Le cas où l'employeur et l'employé ont chacun mis des primes moitié-moitié. Et comme de fait, regardez, l'énoncé, comme de fait, donc chacun a mis des primes moitié-moitié, les 3 premiers dirigeants, ils n'ont rien réclamé dans l'année. Tant mieux, ils n'ont pas été malades. Mais pour Mme Cyr, c'est différent. Elle, Mme Cyr, elle est tombée malade, justement. Elle a manqué des semaines de travail. Donc, elle a contracté son assurance pour avoir droit à la prestation qui était promise et elle a encaissé une prestation de 2600 $.
le montant qu'il faut imposer dans ce cas-ci, c'est le résultat de cette formule-là. OK? On va prendre la prestation totale reçue moins les primes payées par l'employé elle-même. OK? Mais juste pour expliquer, je vous l'explique à ma façon. Quand Mme Cyr reçoit de l'assurance de 2600 pièces parce qu'elle a été malade pendant un certain nombre de semaines, de qui vient cet argent-là? De... Oui. Êtes-vous d'accord avec moi qu'il y a deux provenances, dans le fond, à cet argent-là? Dans le fond, il y a, si elle-même, elle a mis de l'argent en payant des primes à l'assurance, mais il y a aussi de l'argent de l'employeur. C'est un mix des deux, parce qu'il y a eu deux cotisants, deux personnes qui payaient les primes. Donc, nous, ce qu'il faut faire ressortir, c'est la portion employeur. Le retour de ton propre argent à toi, l'employé, comme on a vu tantôt ici, là, ça, ce n'est pas imposable. Donc, le fait de, quand ce que toi, tu mets dans un régime, c'est jamais imposable parce que c'est le retour de ton propre argent. Mais ce que l'employeur a mis, ça, c'est imposable. Donc, il faut le trouver par différence. Donc, on va prendre ici pour Mme Anne le montant qu'elle a reçu, 2600, c'est ça, Mme? Merci, 2600. Et je vais enlever de ça la composante qui est le retour de son propre argent. Mme Anne, c'est quoi toutes les primes qu'elle avait payées dans l'année? On va l'enlever pour faire ressortir par différence la portion employeur. Donc, elle avait mis combien dans le régime cette année? De 1500? Merci. OK, je vais le mettre au propre. Pardon. On l'a ici au propre. Merci. Je n'ai pas une bonne oreille. Donc, c'est le calcul qui est ici. Donc, prestation reçue. Je veux enlever ce qui est le retour de mes propres primes pour faire ressortir ce qui provient de l'employeur. Donc, dans ce cas-ci, 1400. Des questions par rapport à ça? Oui, je vous écoute. Ben, j'entends ce que vous dites, mais le gouvernement se dit plutôt que le gouvernement, il dit cet argent-là, ça, là, la différence entre les deux, c'est de l'argent qui provient de l'employeur. Puis c'est une question d'équité. Si tout le monde est imposé sur l'argent qui provient de son employeur, ça serait inéquitable pour, dans ce cas-ci, de ne pas l'imposer, je pense. Ceci étant dit, il y a d'autres allègements pour les gens qui sont malades. Quand tu es beaucoup malade et que tu as beaucoup de frais médicaux, il y a des crédits d'impôt prévus pour ça, pour aider des gens qui ont beaucoup de frais médicaux. Le gouvernement ne mêle pas les choses, puis il se dit, d'une part, c'est normal d'imposer une personne sur une prestation d'assurance, minimalement la portion qui provient de l'employeur. Puis par ailleurs, le fait d'être très malade va te donner droit à des crédits d'impôt importants comme pour les frais, les frais de médicaux. Pardon. Je ne travaille pas pour le gouvernement, mais c'est une tentative de peut-être d'explication. Mais merci pour ta question, c'est intéressant. Alors, on va continuer le problème. Euh, on a le temps avant la pause. On ne fera pas l'automobile tout de suite. OK? On s'en va à la page 2. Donc, c'est les allocations. Vous allez tout trouver ça dans votre volume au point 3.3. Je vous le montre dans 2 petites minutes. Donc, c'est vraiment, vraiment juste les allocations qu'on va faire pour les stationnements là, ici. Mais ça, je veux surtout vous parler des allocations. OK? Juste pour vous mettre en contexte, que vous compreniez. Les dirigeants, ils ont fait des voyages dans le cadre de leur année. Pas des voyages de plaisir avec leur famille, des voyages d'emploi. L'employeur a dit à ces dirigeants-là, tu t'en vas à Montréal, tu t'en vas à Québec, tu t'en vas à New York. Je vous rappelle que le siège social est à Montréal, c'était écrit dans l'énoncé. Donc, pendant plusieurs jours. Donc, pendant leur voyage, les dirigeants, ils ont payé plusieurs dépenses de leur poche. Leur hôtel, leur restaurant, puis tous les moyens de transport qu'ils ont utilisés, le métro ou la voiture. Donc, l'employé, il s'est appauvri pendant qu'il faisait des voyages parce qu'il a dû payer tout ça de sa poche. Normalement, dans le monde des affaires, la plupart du temps, l'employeur va dire c'est pas à toi à payer ça. C'est pas à toi à t'appauvrir parce que je te demande de faire des dépenses, des déplacements d'emploi. Donc, la plupart des employeurs dédommagent l'employé après le voyage sous forme d'allocation. Donc, c'est ça qui est arrivé ici. Donc, ici, suite à mon voyage à Montréal en voiture,
L'employeur a versé, pour dédommager le dirigeant, un montant de 1 500 $. Même chose pour les autres. Au niveau des restaurants, c'est pareil. Ils sont allés beaucoup au restaurant. L'employeur a dédommagé en versant un montant de 250 $. Ici, c'est les frais d'hôtel. L'employeur a dédommagé en donnant une allocation pour hôtel de 450 $, puis pour les métros. Donc, la question, comment vous allez traiter ces allocations-là reçues? Des fois, c'est imposable, d'autres fois, ce ne l'est pas. Vous avez tout ça à 3,3 de votre volume. Bon travail. OK, alors je vais vous présenter, on va regarder la solution ensemble. On va tout de suite régler les frais de stationnement avant de parler des allocations. C'est plus facile. Euh, Qu'est-ce qui arrive quand un employeur paye les frais de stationnement à la place de son employé? On a ça ici à 3,5. En gros, c'est pas, il y a deux contextes bien différents avec des conclusions différentes. Premièrement, le gouvernement dit un employé qui se rend à son lieu de travail et qui se stationne, ça, c'est une dépense personnelle. Tu devrais payer toi-même de ta poche ton frais de stationnement à ton lieu d'emploi. C'est la logique du gouvernement. Donc, si ton employeur dit Hey, hey, je m'en occupe, je vais te le payer le stationnement au bureau, c'est considéré comme c'est un avantage imposable parce que c'est une dépense personnelle que l'employeur paye à la place de l'employé. Donc, c'est la première chose. Alors que les stationnements sur la route, ça, c'est différent. Aux yeux du gouvernement, c'est différent. Si l'employeur demande à l'employé d'aller sur la route pour faire des déplacements que l'employeur exige, puis que pendant ces déplacements, l'employé paye des frais de stationnement, ben, en finalité, le gouvernement pense que c'est logique que l'employeur le rembourse. Donc, autrement dit, l'employeur, c'est à lui à payer, à assumer les frais de stationnement à l'extérieur du lieu d'emploi. Donc, s'il paye ces dépenses-là à son employé, ce n'est pas un avantage à payer. Donc, c'est exactement ça qu'on a appliqué comme traitement dans le cas d'aujourd'hui, ici. Donc, d'une part, l'employeur qui paye des frais de stationnement au siège social ici de l'employeur, ça, c'est imposable. Alors que l'employeur qui paye les frais de stationnement pendant que les dirigeants sont sur la route, ça, c'est pas imposable. C'est conforme à ce que je viens de vous lire. Ça va? Je peux vous le montrer dans la solution, là. Donc, les frais de stationnement, on a inclus l'employeur qui a payé le frais de stationnement au bureau, on l'a inclus, mais le fait que l'employeur ait payé des frais de stationnement pendant que les employés étaient sur la route, ça, on ne l'a pas inclus. C'est conforme à ce que je viens de vous lire. Maintenant, les allocations. OK. Donc, je vous rappelle, hein, c'est un contexte où des employés vont sur la route, j'ai dit tout à l'heure, pendant leur déplacement d'emploi, les employés s'appauvrissent parce que dans leur poche, ils doivent payer du restaurant, des hôtels, des métros et même prendre ta voiture personnelle. User ta voiture personnelle, c'est un appauvrissement. Tu consommes ton carburant, les changements d'huile viennent plus vite, tu uses tes pneus, puis la valeur marchande de ta voiture diminue parce que ton kilométrage augmente. Donc, tout le monde s'entend que
un employé s'appauvrit quand il fait ces dépenses-là. Donc, comme je vous disais, souvent, dans le monde des affaires, l'employeur va dédommager. Il y a deux façons de dédommager. Commençons par ça. Avec un remboursement de dépenses ou avec une allocation. Dans le cas d'aujourd'hui, il n'y avait pas de remboursement de dépenses. Mais imaginez que pour certaines entreprises, c'est comme ça que ça fonctionne. Mon dirigeant s'en va sur la route pendant une semaine, puis il ramène toutes ses factures. Donc, voici mes factures d'hôtel, voici mes factures de restaurant, voici mes factures de métro, tout ça. Et là, on additionne tout ça, puis on réclame ce montant-là à l'employeur. Donc, admettons que l'employeur fait un remboursement de dépenses de 1252 pièces. Ma question, est-ce que l'employé qui a reçu ça s'est enrichi? Non, parce qu'il s'est appauvri de 1252 pièces et l'employeur lui a redonné 1252 pièces. Pile. Donc, il n'y a jamais d'enrichissement quand tu te fais donner un remboursement de dépenses parce que sou pour sou, ça va rembourser les factures que tu as remis à ton employeur. Donc ça, c'est jamais, jamais imposable. L'autre façon de procéder pour un employeur, il y en a qui ne veulent pas faire de remboursement de dépenses, c'est trop de paperasse, c'est trop long, ils veulent ça plus court, plus simple. Ils disent, garde, là, laisse faire tes factures, là. Quand tu vas revenir de ton voyage, je vais te donner un montant d'argent à peu près pour couvrir tes dépenses. Oh! Est-ce que le gouvernement aime ça, des montants à peu près? Donc, si je vous pose la question, est-ce que l'employé qui reçoit ça, un montant à peu près où il n'a pas soumis de facture, est-ce qu'il se fait enrichir? Ça dépend. Ça dépend. Donc, qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement fait? Dans le doute, il impose. Hein? Le gouvernement, là, donc, dans ce cas-ci, il va imposer, pardon, puis il va accorder certaines exceptions. Donc, c'est imposé. Donc, si on regarde ça de plus près ici, la règle générale dit qu'une allocation, c'est toujours imposable, sauf si tu cadres dans des exceptions qui sont ici. Puis ça, c'est des exceptions que lorsqu'elles sont vérifiées, ça dénote que tu n'as pas d'enrichissement. C'est un peu ça. Bon, les conditions, il y en a ici, puis il y en a ici, d'accord? Ça ici, c'est les règles pour des gens qui sont des vendeurs. Si tu as un employé vendeur à commission, tu es beaucoup sur la route, il y a des règles particulières qui s'appliquent pour toi. Nous, on est avec 4 dirigeants, ce n'est pas des vendeurs à commission, là, donc oubliez ça pour l'instant. Donc, juste pour que vous voyez de toute façon imagée ici, là, regardez, les règles ne sont pas les. J'ai comme accroché. Quand on parle de frais de déplacement remboursés, là, on parle d'hôtel, on parle de repas au restaurant, on parle d'utilisation des différents moyens de transport, genre le métro, le taxi, le train, l'avion au besoin. D'accord? Ça, c'est en marron. Je ne sais pas si c'est la bonne couleur, le vert kaki. Ce n'est pas les mêmes règles qu'un remboursement pour quelqu'un qui prend sa propre voiture. Ça, c'est orange. Donc, quand vous voyez du orange dans les pages, c'est parce que ça touche la réalité d'une allocation automobile. Alors que quand ce n'est pas en orange, c'est que ça couvre les autres conditions. Donc, ça, c'est la condition pour tout ce qui est marron. Puis ça, c'est la condition vraiment, vraiment, je vais me mettre en orange. Je sais pas, je vais le trouver. Non. Bon. Pour l'automobile. OK? Donc, ça, c'est vraiment pour toutes mes autres allocations. Ça, c'est vraiment, vraiment pour mon automobile. Bon, j'attire votre attention sur deux mots-clés. Dans le fond, pour échapper à l'imposition, pour qu'une allocation soit non imposable, deux choses à vérifier. Il faut que l'allocation soit raisonnable. Raisonnable, ça veut dire que le montant a du bon sens. 1500 pièces pour une nuit d'hôtel, ça n'a pas de bon sens. Mais 25 pièces par repas, je pense que ça a du bon sens. C'est juste ton jugement est aussi bon que le mien. Si tu juges que c'est un montant raisonnable pour la dépense, parfait. Deux, il faut que ce soit un voyage où le dirigeant est sorti de Montréal. Donc, il faut que ce soit un voyage à l'extérieur de Montréal. Donc, si ces deux conditions-là sont rencontrées, on n'impose pas l'allocation. On va aller vérifier ça.
Donc, ici, pour Roi, d'accord? Des allocations repas, des allocations hôtels, des allocations pour le métro. Tout ça, c'est imposable. D'accord? C'est quoi le problème? Est-ce qu'il respecte les deux conditions pour avoir droit à l'exception? La deuxième n'est pas respectée. Regardez, il ne sort jamais de Montréal. Donc, quelqu'un qui travaille à Montréal, puis qui passe son temps à voyager à Montréal, puis qui demande des allocations, la condition numéro 2, qui était de sortir de Montréal, elle n'est pas satisfaite. Donc, ici, là, ça, là, ce bout de phrase-là, sortir de Montréal, ce n'est pas satisfait. Donc, tu n'as pas le droit à l'exception. Donc, tu tombes dans la règle générale et on impose toutes les allocations. Donc, je vais prendre ici, je vais prendre le montant de 250$ plus 450 plus 42. On a ça ici. 742. On va aller voir pour mon deuxième dirigeant. Vous m'arrêtez si vous voulez que je ralentisse. Mon deuxième dirigeant, elle est sortie de Montréal. Parfait. Bon. Donc, première allocation, elle a reçu un 2500$ pour 2 repas au restaurant. Je vous rappelle que pour avoir droit à l'exception, il faut sortir de Montréal, puis il faut que ce soit raisonnable. Est-ce que c'est raisonnable? Non. Donc, elle aussi, elle échoue à l'exception. Cette fameuse exception-là, ici, le montant raisonnable, non. Donc, elle tombe dans la règle générale et on va imposer le montant de 2500$ au complet. Je vous le montre ici. 2500. Oui, je vous écoute. Ben là, ça devient raisonnable. Oui, 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 c'est ça. Tu sais, dans le fond, un employeur, tu sais, ici, là, un employeur qui fait ça, là, dans le fond, il te fait un petit salaire déguisé. Tu sais, dans le fond, c'est comme il veut t'enrichir de 2500$, puis il fait semblant que ça passe sous forme d'allocation. C'est un peu ça que le gouvernement dit. Fait que là, non, on dit ça, là, quand c'est pas raisonnable comme ça, c'est comme si tu l'avais reçu en salaire, on l'impose. Si tu avais plusieurs clients à la table, ce serait différent, effectivement. Je continue l'analyse. Troisième dirigeant, il est allé à New York. Excellent. Euh, donc, le critère de sortir de la ville est satisfait. Est-ce que c'est raisonnable, ça, 780$ pour 26 repas au restaurant? Ça fait quoi, 30$ par repas? Je pense que oui, là, essayez de manger 30$ au Saint-Hubert maintenant. C'est pas exagéré. Il a reçu 1575$ pour 9 nuits à l'hôtel. Combien ça par nuit? 125$? Ouais, allez voir sur Internet, mais ça coûte une chambre d'hôtel à New York. Un peu plus que 125$. Donc, c'est pas un enrichissement, c'est très raisonnable. Donc, et ensuite, 72$ pour 18 trajets de métro, 2-3$ par trajet de métro. Donc, je pense que dans ce cas-ci, les deux conditions sont satisfaites. L'allocation est raisonnable, les trois, là, puis à chaque fois, c'était pour sortir de Montréal. Donc, ici, je ne les ai pas imposés. D'accord? Donc, ici, j'ai mis 0. Et mon dernier dirigeant, il est allé à Toronto. Lui, 30$ par repas, moi, je dirais que c'est raisonnable. Donc, celui-là, lui, je ne l'imposerai pas. C'est raisonnable, puis il sort de Montréal. Ici, 4000$ pour une nuit d'hôtel, ce n'est pas raisonnable. On l'impose. Le 4000$, on l'impose. Puis, il n'y en a pas pour le métro. Maintenant, je vais aller vous montrer l'autre situation. Qu'arrive-t-il quand un employé use sa voiture puis se fait dédommager avec une allocation? Là, regardez, il n'y a pas deux conditions. J'en enlève une. Pardon. Pas deux conditions. J'en enlève une. Il en reste juste une. La seule condition, il faut que ce soit raisonnable. Donc, vous voyez qu'on ne demande pas que tu sortes de Montréal. Donc, si tu reçois une allocation auto, il suffit qu'elle soit raisonnable. On ne vérifiera même pas si tu es sorti de Montréal ou pas. C'était vrai ici, mais ce n'est pas vrai ici. Et une allocation auto raisonnable, on va te le dire, c'est quoi raisonnable. Je vais aller vous le montrer. Donc là, ici, ce n'est pas ton jugement. Là. On l'a tranché. C'est ça, raisonnable. Un employeur qui paye 70 sous par kilomètre parcouru avec ton auto personnel, ou moins, c'est raisonnable.
Puis plus de 70 sous, c'est pas raisonnable. Donc, le gouvernement a fait des calculs, là. Tu sais, que je vous disais tout à l'heure, de combien tu t'appauvris quand tu prends ton véhicule, tu consommes, je l'ai dit tout à l'heure, là, tu consommes ton carburant, tu uses tes pneus, tes changements d'huile, ta valeur de ta voiture diminue. Ça vaut combien, ça? Le gouvernement a fait des calculs. Il semblerait que c'est 70 sous par kilomètre. Donc, tu t'es appauvri en usant ton véhicule, puis tu reçois 70 sous par kilomètre. C'est pareil. Ça fait juste te dédommager. Ça ne t'enrichit pas. Si ton employeur te verse 90 sous par kilomètre, il est bien généreux, là. Merci, merci, patron. Mais là, il t'enrichit. Il ne fait pas juste te dédommager, c'est trop. Oh, à 90 sous par kilomètre, le gouvernement dit non, non, là, il y a de l'enrichissement et là, on va l'imposer. Donc, si on va aller voir ça pour les allocations, mes allocations automobiles, on avait ça ici. Donc, premièrement, juste attirer votre attention que le fait, la ville où ça se situe, je m'en fous. C'est un piège de vous mettre les villes. Ce n'est pas important ici d'être sorti de Montréal, je vous rappelle. La seule chose qui est impensable, c'est le taux qui est payé. Donc, le premier dirigeant, on l'a dédommagé 50 sous par kilomètre. C'est raisonnable. Donc, le 1500, je ne l'impose pas. 75 sous par kilomètre, ce n'est pas raisonnable. Ça dépasse la limite. C'est trop. Le 1500, on l'impose au complet. Attention ici, là, la règle, ce n'est pas d'imposer juste la portion excédentaire. On va imposer l'allocation au complet. Ici, là, il ne faut pas dire je vais calculer le premier 70 sous d'allocation. À 70 sous, je ne l'imposerai pas. Puis juste la portion d'allocation qui est excédentaire, là, le 5 sous de trop, juste cette portion-là, je vais l'imposer. C'est pas ça qu'il faut faire. Une allocation, c'est soit imposable au complet, soit pas imposable. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc ici, on l'impose au complet. Même chose pour celle à 90. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, sont ici nos allocations. Donc, la première, c'était 50 sous. Parfait, c'est raisonnable. 75, 80, on les impose au complet, comme je vous ai dit. Puis la dernière personne n'avait pas reçu d'allocation. Des questions? Tu sais, comme j'ai dit aux gens de ce matin, moi, si j'étais vous, là, je n'apprendrais pas ça par cœur, là. Même moi, je ne le sais pas par cœur, sans blague. Il y a des étudiants qui me disaient tout à l'heure, c'est quoi donc la condition pour ne pas imposer une allocation? Je ne me rappelle pas. On va aller voir ensemble à 3.3 si c'est écrit à cet endroit-là. Fait qu'à l'examen, moi, je ne pense pas, vous n'êtes pas sûr d'apprendre ça par cœur. Tu sais juste où trouver dans ton volume cette règle-là. Tu sais que ta règle générale est ici, puis que tu échappes à la règle générale si tu respectes deux critères, en gros, pour notre première série d'allocations. Puis ici, il y a juste un critère. Puis si la lecture de ton livre te rappelle ça, à l'examen, tu vas avoir ce qu'il faut pour faire le travail. Tu vas avoir 15 minutes à l'examen pour faire ça. Ce n'est pas une question qui se répond en une fraction de seconde. Tu n'as pas tout ça dans ton ordinateur comme un computer, là, puis la réponse sort. Tu retournes dans ton volume, tu lis tes théories, tu vas avoir le temps de faire ça à l'examen. En autant que tu te retrouves rapidement ton information dans ton volume, puis que tu sois capable de la traiter quand même rapidement. C'est bon? Good. Encore, j'ai dépassé un petit peu encore une fois, désolé. On prend une quinzaine de minutes de pause. On va terminer le problème tout à l'heure. Donc, on se donne rendez-vous, s'il vous plaît, à 5. On va finir le problème avec les voitures fournies aux employés. Un gros sac. OK, on va regarder la solution ensemble. La solution finale. Donc, les avantages auto, les avantages prêts. Pour votre information, je viens de faire apparaître le fichier solution, comme je vous avais dit. Donc, dans le portail de cours, on a un document. Ceux qui voudraient annoter peut-être pendant que j'explique le fichier, là, pendant que j'explique
La résolution, vous l'avez là. Ça va rester là après le cours aussi. Donc, au niveau des voitures, ici, là, 3,6 automobiles fournis. D'accord? Pour avoir toute l'information, il faut aller voir dans le contenu. Donc, 3,6,1, on te donne tes formules pour calculer ton droit d'usage. 3,6,2, on te dit comment calculer ton frais de fonctionnement. Puis 3,3, on te rappelle qu'il faut que tu retranches ton remboursement. D'accord? Donc, si tu cliques là-dessus, là, tu vas les avoir, les explications. Donc, il faut vraiment aller dans le cœur du sujet, puis aller voir toutes les formules. Par exemple, le frais de fonctionnement, c'est 33 sous par kilomètre personnel ou la moitié du droit d'usage. On va le voir tantôt. Mais c'est pas avec un tableau sommaire que tu peux résoudre tout ça. Il faut que tu ailles chercher tes formules à l'intérieur de ton volume. D'accord? Comme je vous avais dit. Donc, euh, mon premier dirigeant ici. OK, je n'irai pas dans le volume parce que je gagne un petit peu de temps, là. Puis, en tout cas, j'ai vraiment reproduit les formules telles qu'elles sont dans le volume. J'espère que vous allez me faire confiance, là. S'il faut, j'irai le voir. Bon. Donc, le premier calcul, celui pour droit d'usage, la formule dit que c'est A sur B fois, ouvrir la parenthèse, là, une petite formule, 2, voilà. Je vais juste parler de ça. Je vais parler de l'intérieur de la formule ici avant de parler du ratio A sur B. Donc, c'est assez simple. On prend 2 fois le coût de la voiture fois le nombre de mois où tu as eu l'auto à ta disposition. Pour mon premier dirigeant, il a eu l'auto pendant 8 mois, je vous rappelle. Comment on voit ça dans les données? Donc, mon premier dirigeant, l'auto, il l'avait depuis avant 2024, puis au 31 août, il a remis la voiture. Donc, pour les 4 derniers mois de l'année, il n'y avait pas de voiture fournie. Donc, il y a eu la voiture en 2000X pendant 8 mois. Donc, 2 fois le coût de la voiture fois 8 mois. D'accord? Ça, là, donc, ce montant-là, c'est toujours présent. Ensuite, il y a la possibilité, dans certaines situations, de réduire le résultat de ce calcul-là, ce qui est une très bonne nouvelle pour un employé. Un employé veut avoir l'avantage imposable le plus bas possible pour avoir le revenu d'emploi le plus bas possible puis payer le moins d'impôts possible. Donc, pour certaines personnes, A sur B va permettre de réduire le résultat de cette formule-là, puis pour d'autres, non, ils ne pourront pas en profiter. Je vais aller vous le montrer dans le volume, c'est peut-être plus simple pour ça. Euh, Ici. Donc, c'est le fameux A sur B qui est ici. D'accord? Je vais commencer par le dénominateur. C'est plus facile. Donc, la valeur de grand B ici, vous le voyez, 1667 km fois le nombre de mois où tu as mis l'auto à ta disposition, les fameux 8 mois. C'est tout le temps 1667. Le gouvernement l'a fixé ainsi. Demandez-moi pas pourquoi, je ne sais pas. D'accord? Donc, ça donne combien, ça, pour mon premier dirigeant? Quelqu'un qui peut m'aider? 18 000, c'est ça? 13 000. Pardon. Le... Ouais. 13 336. Ça, c'est le dénominateur. Au numérateur de la formule, la valeur de A. Regardez, par défaut, je ne vais pas être en jaune. Par défaut, la valeur de A égale la valeur de B. Donc, par défaut, ici, je mets aussi 13 336. Ce qui donne un ratio de 1 sur 1, ce qui ne donne rien. Ça ne réduit aucunement l'avantage imposable. C'est comme si ça n'existait pas. Sauf, je vais me mettre en rouge, sauf si tu respectes une condition. Il faut que tu aies utilisé l'automobile à plus de 50 pour fin d'emploi. Ce que j'appelais tantôt quelqu'un de discipliné, qui n'a pas trop pris le toit des fins personnelles, en tout cas qui ne dépasse pas le 50 %. Donc, si tu respectes ce critère-là, d'avoir fait plus de 50 de ton kilométrage pour fin d'emploi, tu vas pouvoir changer la valeur de ça. Ça, on l'enlève, puis on le remplace par une plus petite valeur. En gros, là,
c'est ici, on va le remplacer par le nombre de kilomètres personnels parcourus dans l'année. Le plus petit de ça ou de la valeur de grand B. Donc ici, là, ça va me donner un numérateur pour le premier dirigeant de 4 000 pour cette raison-là. Donc, pour mon premier dirigeant, j'ai un ratio de 4 sur 13 qui va couper tout le reste du calcul de droit d'usage, qui va le réduire. De plus de moitié, hein? 4 sur 13, c'est quoi ce ratio-là? C'est pas gros, là. On va couper de beaucoup le reste du calcul d'avantage imposable. Donc, c'est ce que j'applique ici. Donc, je prends mon ratio 4 sur 13 fois le reste de la formule, 3590. C'est toujours comme ça pour tous les calculs de droit d'usage. Est-ce qu'il y a des questions? M'arrêtez s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein? Le deuxième calcul, c'est les frais de fonctionnement. Je vais aller vous le montrer dans le volume. Donc, on va aller on était à 361, on va aller maintenant à 362. Ici, pardon. Ici. 362. Donc, si, encore une fois, tu respectes la condition de plus de 50 du kilométrage pour fin d'emploi, ton frais de fonctionnement, c'est le plus petit de deux chiffres. Donc, le moindre ici. Là. Le moindre de deux chiffres. Donc, on va prendre la moitié du droit d'usage que tu viens tout juste de calculer, 3599, je pense. Donc, la moitié de mon 3599 que je viens juste de calculer, ou 33 sous par kilomètre personnel. Ça va me donner ici, là, 1320. Donc, je vous montre ça au propre, là. Donc, ici, le plus petit entre la moitié de mon droit d'usage ou 33 sous par kilomètre personnel, le plus petit, ça va donner 1300. Puis ma dernière composante, c'est mes remboursements. Donc, si l'employé, je vous rappelle, doit donner un montant d'argent à son employeur en échange de la voiture, bien, ça réduit son enrichissement d'autant. Il faut le refléter en moins dans l'avantage imposable. Ici, il n'y en avait pas. Je vais juste vous le montrer vite, vite. Les remboursements, on les avait ici. Hein. Donc, le premier dirigeant n'en avait pas, le quatrième non plus, puis les deux autres, eux, vont en avoir. Donc, toujours ces trois composantes-là, je vous rappelle, avantage pour droit d'usage, plus avantage pour frais de fonctionnement, moins les remboursements. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais accélérer parce que c'est tout le temps la même affaire. Je vais juste vous montrer les variantes pour mes autres dirigeants. Mon autre dirigeant, vous reconnaissez le calcul, 2 fois le coût de la voiture fois 10 mois. Donc, vous avez vu dans les données qu'il avait le taux seulement pendant 10 mois. Deuxième dirigeant, lui, en janvier, février, il n'y avait pas de voiture. Son employeur lui a donné le 1er mars. Donc, pendant 2 mois, il n'y avait pas d'auto. Donc, il avait l'auto pendant 10 mois. Donc, fois 10. Et toujours mon ratio A sur B. Le dénominateur, 1667 km fois 10 mois. Puis au numérateur, j'ai le droit à l'allègement seulement s'il respecte le critère du 50 Oui, lui, sur 32 000 km, il a fait 19 km, 19 000 pour fin d'emploi. Donc, il est assez discipliné. Il n'a pas trop utilisé l'auto à des fins personnelles. Donc, ça lui donne droit à un numérateur plus bas. Ici, on va mettre ses kilomètres personnels, 13 000. Donc, 13 sur 16 fois le reste de la formule, 7 487. Ensuite, frais de fonctionnement, même chose. C'est le plus petit entre la moitié de ce chiffre-là ou 33 sous par kilomètre personnel. Ici, le plus petit, c'est 3 700. Donc, j'additionne ces deux chiffres-là. Je ne l'ai pas fait à l'écran. Là, je regarde mon total. Ici, 11 000. Donc, ça veut dire que pour le gouvernement, pour ce deuxième dirigeant-là, il s'est enrichi de 11 000 avec la voiture fournie. Mais le problème, c'est qu'il a dû payer 2 600 de sa poche, l'employé, pour avoir ça, cette voiture-là. Donc, ça serait ce serait pas raisonnable de tenir compte de juste l'imposer sur un enrichissement de 11 000 sans tenir compte du fait qu'il a dû payer de sa poche à son employeur en contrepartie de la voiture qu'il a reçue. Donc, il faut le mettre en moins et on va imposer seulement 8 600.
Encore une fois, vous m'arrêtez, c'est des questions. Troisième dirigeant, une voiture pas mal plus luxueuse, hein, 255 000 $. C'est sûr que ça va faire augmenter l'avantage imposable. Il a eu l'auto pendant 6 mois, mon dirigeant numéro 3. Je pourrais vous montrer les dates. Fois 2 mon ratio A sur B. Le dénominateur ici, B, c'est 1667 fois 6 mois. Ça donne 10 000. Puis au numérateur, ça reste 10 000 aussi. Pourquoi? Parce que ce troisième dirigeant-là, lui, ne respecte pas le critère du 50 d'accord? Il utilise l'automobile à des fins d'emploi seulement 12 000 sur 40. C'est beaucoup trop peu. Donc, pour lui, le numérateur, il n'y a pas d'allègement, puis il va se ramasser avec un A sur B qui ne donne rien. Il va donner 1. On ne l'allège pas, lui. Frais de fonctionnement, il n'y a pas le choix entre deux montants. Il y a juste 33 sous par kilomètre personnel, 9 240, moins les remboursements. Dernier, la particularité du donné, c'est que l'auto, elle a été louée. Regardez ici. Regardez, le droit d'usage, il y a 2 variantes. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est juste une adaptation de la variante. Avec vous savez, quand on va acheter une voiture au garage, là, le vendeur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est-tu pour acheter ou pour louer? Donc, quand tu te procures, donc l'employeur qui vous fournit une voiture, est-ce qu'il a acheté le véhicule qu'il vous fournit ou est-ce qu'il en est locataire? Est-ce qu'il l'a loué? Parce que ça va juste varier un petit peu dans les calculs. Ici, là, quand je prends le calcul comme tout à l'heure pour mes 3 premiers dirigeants, rappelez-vous, c'était quoi le calcul? 2 fois le coût de l'auto fois le nombre de mois. Bien, si tu as loué l'auto, tu n'as pas de coût. Tu ne l'as jamais acheté. Fait que si je te dis fais 2 fois le coût de l'auto fois le nombre de mois, tu vas me répondre j'en ai pas de coût, je ne l'ai jamais acheté. Donc, il faut juste adapter la formule à un contexte de location. C'est juste ça. C'est qu'on a une autre variante de formule qui est juste adaptée à un contexte de location. Le reste de la logique est le même. Donc, là, ici. Donc, en contexte de location, A sur B, c'est la même chose. C'est 2 tiers fois les frais de location. Donc, on prend les frais de location que tu as payés dans ton année au complet fois 2 tiers, puis après ça, on applique le A sur B. Donc, ça, c'est la version pour des employeurs qui seraient locataires. Donc, c'est le cas pour mon 4e dirigeant. Ici, regardez. Mes 3 premiers dirigeants, j'avais acheté la voiture, mais pas pour mon 4e. Mon 4e dirigeant, j'étais à la location. J'ai payé des loyers à chaque mois, l'employeur, là, pour un total de 14 400. Donc, je vais me servir de ce chiffre-là dans ma formule. Donc, comme je vous disais, c'est les frais de location fois 2 tiers. Et après ça, on applique le ratio A sur B. B ici, 1167 fois 12. Puis regardez comment c'est avantageux, le A, 2000. Regardez comment il est discipliné. Sur 39 000 km, 37 pour fin d'emploi. Donc, 2000 km personnels seulement. C'est très, très peu. Donc, ça va réduire beaucoup, beaucoup son avantage imposable. Parce que lui va se ramasser avec un ratio ici de 2 sur 20. Il ne sera presque plus rien. 2 sur 20 de tout le reste du calcul, 960 $. Pas beaucoup, là. Parce qu'il a fait très peu de kilomètres personnels. Au niveau des frais de fonctionnement, c'est le même principe. La moitié, pardon, c'est la moitié du droit là ici, la moitié de ça, ou 33 sous par kilomètre personnel. C'est très beau, encore une fois. 480, moins les remboursements. Donc, écoutez, vous prendrez le temps de regarder ça par vous-même. J'ai une autre partie à vous montrer, mais pour les voitures, là, pratiquez-vous à la maison. Les problèmes d'habitude, de fiscalité, il faut en faire beaucoup de ces formules-là. Encore une fois, pas besoin de savoir les formules par cœur. Il faut juste les repérer dans votre volume et être capable de les mettre en application dans un contexte d'examen. Les derniers avantages que je vais vous montrer, il me reste encore. Oh boy, cool. Je vais faire ça en 2-3 minutes. Parce que je vais vous garder un petit peu. Je vais faire le défi caout, là, comme promis. Comme vous avez vu dans le volume, dans le fond, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon premier dirigeant, il a emprunté 40 000 $. Il a emprunté plus que ça avant 2000X. Mais moi, il faut que je prenne une photographie de son emprunt uniquement dans l'année 2000X. Moi, je me concentre juste seulement sur ce qui s'est passé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000X. Donc, je remarque que si je prends une photo au 1er décembre, il y avait encore une dette de 40 000. Il n'a rien remboursé.
Donc, il doit encore 40 000 à la fin. Ça, c'est correct, ça ne me dérange pas. Mais ça me dit que mon intérêt manquant, je vais le calculer sur un capital de 40 000 et non pas 50. Puis juste pour que vous remarquiez, il paye 2 à son employeur, alors que les taux du marché, les taux d'intérêt prescrits, sont beaucoup plus hauts. Donc, il y a clairement un enrichissement dans cette situation-là qu'on va aller calculer dans 2 petites minutes. Oui, je vais répondre à ta question. Euh, Ici, il faut que tu prennes le plus petit des deux. La règle dans ton livre, ça dit que tu prends le plus petit entre ce chiffre-là et ce chiffre-là. C'est beau? Donc, ben, je vais vous montrer tout de suite votre calcul. Donc, le premier résultat, c'est un intérêt manquant de 1 400 $. Comment on calcule ça? D'accord? Premièrement, vous voyez que je calcule les intérêts sur un prêt de 40 000. Je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Ce qui s'est passé avant 2000X, ça ne m'intéresse pas. Puis, je suis obligé de faire un calcul par trimestre parce que le taux prescrit a changé. Si j'avais eu le même taux prescrit pendant les 4 trimestres, j'aurais pu faire un calcul un peu plus simple là, en une ligne. Mais là, les taux prescrits ont changé. Fait que ça m'oblige, c'est pas grave, ça m'oblige à morceler mon calcul pour des périodes de 3 mois chacun. Donc, la première partie du calcul, c'est on va calculer tous les intérêts qui auraient dû être payés en considérant le taux prescrit. Puis, dans un deuxième temps, on va retrancher les intérêts que l'employé a réellement payés. Puis, par différence, ça va faire ressortir ce qui est manquant. Le cadeau, en guillemets, fait par l'employeur en acceptant en acceptant des intérêts si faibles par rapport au marché. Puis, puis dernière chose, les taux d'intérêt qu'on vous donne, ce sont des taux annuels. Ça veut dire que ce sont des taux qui sont valables pour un an de détention d'argent. Donc, quand on dit que le taux prescrit il est de 5 bien, ce que ça veut dire, c'est que si j'ai de l'argent pendant un an, je vais payer 5 C'est le coût de l'argent pour un an de détention de l'argent, un an d'emprunt. Donc, si j'emprunte moins qu'un an, il faut que je fractionne ça. Donc, c'est pour ça que mon calcul, je le fractionne par 3/12. Je ne pourrais pas appliquer 5 comme ça à chaque trimestre. C'est le coût pour un an. Donc, il faut tout le temps morceler nos calculs de cette façon-là. Donc, on commence. Premier trimestre, 40 000 fois 5 c'est le taux du marché que tu aurais dû payer, fois 3/12 pour tenir compte que tu as eu l'argent pendant 3 mois. Tu refais le même genre de calcul le trimestre suivant. 40 000, il faut pareil. Troisième trimestre, même chose, mais le taux a augmenté un petit peu. Donc, le taux du marché, c'est 40 000 fois 6 que tu morcelles fois 3/12. Puis, même chose pour le quatrième trimestre. Donc, si je fais l'addition de ces 4 chiffres-là, ça te dit l'intérêt que toi, tu aurais dû payer à ton employeur. 2200. Bien, tu as payé seulement 800. Donc, par différence, on fait ressortir un beau cadeau de ton employeur, un intérêt manquant qui indirectement t'enrichit d'autant, c'est-à-dire un enrichissement de 1 400 $, équivalent à l'intérêt manquant que ton employeur ne te charge pas. Donc, ici, je peux vous montrer l'intérêt, je peux vous montrer la formule pour le chiffre qui est ici. Pardon, à vos souhaits. Donc, on vous disait dans l'énoncé que j'ai payé, moi, 2 d'intérêt pendant toute l'année. Donc, j'ai pris 40 000 fois 2 pour tenir compte de mes intérêts que j'ai payés à mon employeur pendant 12 mois. C'est comme ça que j'ai fait le calcul. Donc, c'est la même chose pour chaque calcul. Je vous montre juste le dernier avant de partir. Regardez, qu'est-ce que vous remarquez dans le dernier avec les taux? L'employeur te charge 6 alors que les taux du marché sont de 5 et 6 À quelle conclusion vous pensez qu'on va arriver? C'est un très beau cadeau, ça, un employeur qui dit hey, je vais te faire un prêt, je vais te charger du 6 quand sur le marché, c'est les taux. Donc, il n'y aura pas d'enrichissement dans ce cas-ci. D'accord? Donc, ça va donner 0, ce résultat-là, parce que ici, là, on arrive. L'intérêt taux prescrit, il est plus bas même que ce que j'ai payé. Moi, j'ai payé 6 pendant toute l'année. Donc, dans ce cas-là, on met un montant de 0.
qui fait ressortir le fait que le quatrième dirigeant s'est aucunement fait enrichir avec le prêt. Au contraire. Non, c'est juste un zéro qu'on va mettre pour le quatrième dirigeant. Non, non, non. Donc voilà. Merci pour votre bon travail encore une fois. Il nous reste 5 minutes pour le défi caout. On va le jouer vite.